Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. L'année prochaine, on vous demandera une salle plus grande avec notre sujet. Donc, ça fait plaisir de vous voir. Avec Nicolas, on va vous présenter notre sujet d'aujourd'hui qu'on a intitulé Roadmap Révolution, transformer les frictions des équipes produits en accélérateur de business. Mais avant tout ça, on va remercier bien évidemment tous les partenaires d'Agile en scène et l'équipe d'organisation, sans qui cet événement ne serait pas possible. Merci à eux chaque année de ce beau travail. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Marion Le Cerf, je suis coach produit et OKR. Ça fait 18 ans que je suis dans le produit. J'ai fait à peu près tous les rôles, de PO, PM, Head of, etc. Ça fait 6 ans que je fais du conseil et moi, ma spécialité, c'est le pilotage par l'impact. Donc comment d'une vision produit, on en découle une stratégie et ensuite on en exécute une tactique mesurée et mesurable. Et je laisse mon associé Nicolas se présenter. Bonjour à tous. Merci beaucoup à toutes et tous d'être présents. C'est assez impressionnant. On avait choisi le dernier créneau histoire qu'il n'y ait pas trop de monde et là on est servi. C'est un vrai plaisir. Donc Nicolas Poitelon. Globalement, moi, j'ai fait 10 ans de tech avec différents rôles dans la tech jusqu'à du management et 15 ans dans la gestion des organisations tech et produits. Donc aujourd'hui, je suis coach en product orga et product organisation tech et globalement, ma spécialité, c'est le product delivery et la mise en œuvre du pilotage par impact. Et c'est pour ça qu'avec Marion, on est assez complémentaires et on a voulu créer une offre. On a créé un cabinet de conseil dont l'objectif est d'accompagner les organisations qui sont très orientées vers la capacité à délivrer des solutions, à passer sur un modèle de pilotage par impact, aller chercher des leviers business beaucoup plus puissants. Et avant de commencer, on voulait vous poser quelques questions. Qui est développeur dans la salle ? Il y a quelques développeurs. Qui est PM ? Ok, magnifique. Un peu de direction ? Qui est coach ? Tout le monde va lever la main. Très bien. Et surtout, est-ce que vous avez déjà observé des moments de friction entre les équipes produits et la direction autour des roadmaps ? Ok, très bien. Donc il y a un sujet. Il y a un sujet. Et donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui. On voulait faire un peu différemment, proposer comment révolutionner cette roadmap et surtout utiliser ces moments de friction comme une véritable opportunité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une roadmap ? Ça prend différentes formes. Fondamentalement, une bonne roadmap product and tech, donc c'est pas une liste de features, comme on peut l'observer assez souvent malheureusement. C'est plutôt le reflet de votre pilotage. C'est un document tactique que les équipes construisent, qui est vivant, sur lesquels on a un focus clair, potentiellement une vision produit qui est affichée. C'est bien de le répéter quand on a une belle vision produit définie. Nos objectifs, donc le cap de l'équipe, comment est-ce qu'on va y aller petit pas par petit pas, donc les étapes clés, les initiatives et évidemment la mesure de son progrès, parce que quand on se mesure pas, on se pilote pas et on délivre pas de valeur. Donc évidemment, je viens opposer ça à des choses que nous on observe beaucoup et c'est aussi pourquoi on intervient chez nos clients, c'est le piège de la feature factory. Donc nous avec Nicolas, c'est un bon baromètre de maturité. En général, quand on arrive chez un client, on se dit montrez-nous les roadmaps. Et quand on voit un empilement de features, de jargonnage, etc., de dates, etc., c'est là où on se dit, ok, il y a un truc à aller craquer. Il n'y a pas de lien, on voit pas tout de suite le lien avec la stratégie apparaître. On voit pas de mesure de l'impact souhaité. On voit pas de lien avec finalement les besoins utilisateurs ou business. Voilà, c'est un peu souvent un document qui est un peu indigeste. Voilà. Donc j'ai fait une petite comparaison un peu capillotractée, comme disait Nicolas. Par exemple, quand vous allez au resto, vous allez dans un resto étoilé, vous n'allez pas demander en cuisine, vous n'allez pas voir la brigade leur dire alors moi l'entrée, je la ferai plutôt comme ça parce que j'ai ma recette de grand-mère, patati patata. Non. Les équipes produits, c'est pareil. Elles savent ce qu'elles doivent concevoir, elles connaissent les irritants de leurs utilisateurs. Normalement, elles ont un cap clair, elles ont une vision, elles ont des objectifs stratégiques et donc elles savent se mettre en ordre de bataille pour pouvoir co-construire et délivrer la bonne solution qui va générer de l'impact business, parce qu'on est là pour faire de l'argent globalement, mais aussi utilisateur.
Donc tout ça nous rentre finalement dans notre grand sujet qui est comment est-ce qu'on se met en route vers l'impact, comment est-ce qu'on vient casser finalement ces roadmaps de features qui sont encore omniprésentes dans nos organisations, comment est-ce qu'on va transcender les pratiques, comment est-ce qu'on va aller finalement vers plus de ROI, parce que bon, on est quand même si on prend le contexte actuel économique aussi, dans les grandes boîtes, on a besoin de générer encore plus de valeur qu'avant. On n'est pas là pour faire du produit pour se faire plaisir, on est là pour générer de la valeur, business, utilisateur, etc. Et donc les équipes, puisque tout à l'heure on parlait des équipes, qui est un peu le sujet de l'équation, pourquoi à un moment tout le monde n'est pas content. Et je voulais juste refaire un petit peu la genèse de pourquoi on en est là aujourd'hui. Globalement, les premières organisations orientées produits, tech, globalement s'appuient sur ce qu'on appelait des component teams. Globalement, elles étaient spécialisées et engagées sur la stabilité d'un système. Donc ça peut être des équipes back-end, des ops, des fronts, iOS, Android, etc. Et donc elles étaient incentivées pour que leur système soit globalement stable. Mais évidemment, ça avait quelques difficultés quand on commençait à faire bouger les choses. Mais évidemment, ces équipes se retrouvaient dans un contexte que vous connaissez tous. Hein. Aujourd'hui, on est à l'agile en scène. Donc, les équipes étaient baignées dans une culture, un mindset qui, globalement, les amenait naturellement à évoluer et à chercher l'excellence. Donc, bien sûr, il y a l'agilité. Le Scrum a été un gros levier. Les pratiques du product management et de la mesure qui, in fine, a poussé les équipes à faire différemment et à penser différemment. Donc, les équipes components, par le jeu de l'adaptation, parce que le produit fallait le faire évoluer, elles ont été beaucoup plus incentivées sur la capacité à délivrer. De cette capacité à délivrer, on s'est vite rendu compte globalement qu'elles étaient toutes interconnectées, c'était compliqué, il y avait un besoin de recherche d'autonomie. Bon, je vous raconte pas les PI planning avec plein de rubans rouges partout. Évidemment, on s'est posé la question de comment les rendre beaucoup plus autonomes. On a fait des équipes pluridisciplinaires. La genèse a été, je pense que tout le monde connaît, les feature teams. Et c'est à ce moment-là où les équipes commençaient à se poser des vraies questions autour de qui sont nos utilisateurs, quels sont leurs besoins, l'émergence de la partie un peu discovery. Et donc, c'est là où ça commence pour les équipes à devenir hyper intéressant parce que l'élément fondamental et un peu précurseur de tout ça, c'est qu'elles ont fini par maîtriser le delivery. Et dans cette maîtrise du delivery, c'est ce qu'on appelle le product delivery. C'est ça qui est important. Je fais juste une petite définition et je vous explique comment ça peut se traduire et ma vision du sujet. Globalement, le product delivery, c'est un processus qui permet à des équipes de délivrer rapidement et en continu de la valeur produit reliée à la stratégie business et à des besoins utilisateurs. Ça, globalement, c'est le cadre, c'est l'intention. Et pour ça, je vais juste l'opposer 2 secondes à une pratique un peu classique. On retrouve dans ce qu'a décrit Marion tout à l'heure les organisations très orientées feature, pour pas dire feature factory. Globalement, ce qui se passe, excusez-moi, je me trompe de bouton. Voilà, ce qui se passe, c'est globalement, on demande à des équipes de s'engager, donc on fait faire une estimation. De cette estimation, l'équipe fabrique globalement quelque chose qu'elles délivreront à la fin. Malheureusement, elles n'ont pas tout anticipé, puisqu'une estimation de base, par principe, est fausse. Et donc, elles sont en retard, elles font la livraison, ça se passe pas forcément hyper bien. On a des problèmes de qualité. Et globalement, par rapport à l'engagement initial qui a permis de construire des roadmaps, on se retrouve avec un effet où on est constamment régulièrement en retard, et donc les initiatives commencent à se paralléliser. Donc, on peut retrouver des équipes où un développeur travaille sur une initiative, il y a plusieurs développeurs, plusieurs initiatives pour éviter, ou plutôt pour gagner du temps, ce qui est en fait l'archétype de, globalement, d'une organisation qui fait plusieurs choses en même temps, qui a du mal à avoir du focus, et donc qui court après sa delivery. Et donc, quand on est dans une logique et un processus de product delivery, on sait qu'on ne joue pas sur le coût, l'équipe reste la même, ça c'est un des basiques, on joue pas non plus sur le délai, donc il y a un engagement et on doit respecter cet engagement. C'est pas une donnée fluctuante, donc le seul élément important sur lequel on joue, c'est la notion de périmètre. Donc ce qui se passe, c'est que globalement, à partir de cet engagement, l'équipe, elle est dans une démarche itérative, elle crée des versions. Ces versions lui permettent d'aller dérisquer des choses, donc dérisquer que ça soit d'un point de vue technique, que ça soit d'un point de vue organisationnel, peut-être s'il y a d'autres sous-jacents techniques, et évidemment d'un point de vue utilisateur et capacité à répondre à un besoin. Ce qui est important, c'est aussi son découpage, puisque j'ai mis des grandes versions assez classiques. Derrière, il y a des objectifs de sprint. Ces objectifs de sprint doivent avoir leur propre capacité à apporter de la valeur, mesurer des choses, valider, prouver des choses. Et ça, c'est ce qui est fondamental, ce qui permet à des équipes d'être beaucoup plus focus et être dans une... Donc ça, c'est ma représentation, c'est une version un peu théorique, mais dans l'idée, c'est qu'on évite de paralléliser ce qu'on est en train de fabriquer
ce qui permet d'être focus et de délivrer de manière séquencée et maîtrisée son produit et de lever un certain nombre d'hypothèses qu'on avait imaginées. Et donc les équipes ont fini par maîtriser ce delivery et de se poser les bonnes questions et avoir le temps de se poser des questions. Le problème, c'est qu'elles sont toujours dans ce mindset de la livraison est un succès et on attend d'eux qu'ils délivrent. Et c'est là où on commence à avoir peut-être des frictions, des équipes qui sont pas très contentes, puisque dans cette recherche d'excellence, les équipes, elles ont envie d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de répondre et de résoudre des problèmes, répondre à des besoins utilisateurs. Et donc c'est là où le pilotage avec des roadmaps pose un véritable problème, puisque elle challenge la roadmap. Et donc c'est là où nous, on est parti du principe que c'est pas un problème, c'est en fait une opportunité, parce que cette opportunité qui est les équipes maîtrisent leur delivery, elles comprennent mieux leurs utilisateurs, bah c'est peut-être un signal pour faire évoluer la manière dont on pilote ces équipes en s'appuyant sur leurs véritables capacités qui sont au-delà du delivery. Et donc nous, ce qu'on propose évidemment, c'est de changer ce modèle de pilotage vers un modèle de pilotage beaucoup plus sur l'impact. Et ce terme impact, il est un peu théorique. Et je propose à Marion de nous raconter ce qu'est l'impact. Alors effectivement, c'est un peu théorique. Il suffit d'ouvrir LinkedIn en ce moment, pilotage par l'impact, on l'a partout. Mais il y a pilotage et impact, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Pas trop. C'est pas trop. Dans quel cadre ça s'organise? Comment est-ce qu'on y va? Quel est le niveau de maturité? Et c'est pas simple. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'impact? Je vous ai mis un constat qui pique très fort, c'est que 67% des stratégies échouent à cause de problèmes d'exécution. Donc c'est un fait, ça sort d'une étude. Pourquoi? Parce que les équipes sont surchargées, donc par manque de temps. Donc il y a trop de choses, il n'y a pas de priorisation. Donc, je pense que vous avez peut-être tous eu ou vécu par le passé, puisqu'on fait tous du produit et de la tech, ce côté priorité zéro, il y en a 150 000, P1 aussi, et puis après, en fait, peut-être qu'un jour on arrivera à penser impact. Déjà quand on a ça, c'est qu'il n'y a pas de priorisation. Tout est à plat, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on y va. Et donc dans ce cadre-là, c'est là où les équipes commencent un petit peu à grogner aussi, parce que l'engagement, l'efficacité, pas génial, on sait pas trop où on va, on se lève le matin, on nous dit de livrer telle et telle feature, mais en fait pour contribuer à quoi? Et évidemment, la customer centricity, elle est un peu vaporeuse, un peu loin, voilà, dans ce cadre-là. Donc avoir de l'impact, c'est quoi? D'abord, c'est se focaliser sur le résultat qu'on souhaite obtenir. On change de paradigme. Donc je vous ai mis une équation, je sais même pas si elle est juste, je suis nulle en maths. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas finalement l'équation en elle-même qui compte, c'est le résultat qu'on cherche à atteindre d'abord. Donc on va se focus sur, on a une stratégie, on veut délivrer une tactique, et donc cette tactique passe par de la mesure et passe par aller chercher quelque chose. Donc aller chercher quelque chose, c'est peut-être aller chercher X points de rétention sur une expérience client. Ok, ça nous anime parce qu'on a un enjeu de rétention. Ensuite, c'est les équipes qui vont décider ce qu'elles vont mettre en place, donc les projets, les actions, les initiatives, et c'est elles qui vont construire l'équation parce que finalement, pour arriver à 71, il y a quand même pas mal de combinaisons possibles. Avoir de l'impact, c'est aussi gagner en maturité. C'est pas inné, c'est pas tout de suite. Il faut prendre en compte cette maturité. Il faut pas monter des marches trop hautes, parce que sinon on les dégringole. Et donc, je voulais juste faire un petit pas de côté et revenir aux fondamentaux du product management, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui font du produit depuis quelques années, mais il y a des choses qui sont fondamentales et qu'il faut pas oublier. D'abord, si on veut piloter par l'impact, il faut avoir des KPI et des KPI produits. Donc des KPI qui sont parlants, qui sont définis, que tout le monde maîtrise au sein de l'organisation, qu'on va aller consulter de manière quasiment quotidienne. Ça, c'est le socle. C'est voilà, on est bien sur ses appuis, on sait ce qui se passe au sein de notre écosystème produit. Évidemment, quand on a des KPI, on sait aller cranter aussi sur d'aller chercher des retours utilisateurs, que ça soit du quanti, du quali. On peut aller chercher les tendances marché, donc c'est là où on va aller être un peu plus fort en termes de discovery. Et on a une démarche héroïste. Je vous en parlais tout à l'heure. Parce que fondamentalement, chaque entreprise est là pour faire du business. À part si on est une ONG. Et encore on va aller chercher de l'impact autrement. Et évidemment, la data. Je parlais KPI. On va parler pilotage par impact. Mais si on regarde pas la data, on n'arrivera pas finalement à atteindre la cible et à exécuter sa stratégie correctement. En d'autres termes,
je voulais représenter différemment. Piloter par l'impact, ça c'est traduire une stratégie en tactique, en enjeu actionnable, et c'est surtout d'abord se concentrer sur ce fameux pourquoi. Le pourquoi il est fondamental en fait. Ça paraît bête comme ça, mais se poser la question de pourquoi on fait les choses, pourquoi cette année on va travailler sur tel et tel sujet, à quoi ça se raccroche en manière de stratégie, et ensuite quels résultats on va finalement essayer d'atteindre. Vous vous souvenez l'équation renversée. Donc on va d'abord penser à qu'est-ce qu'on veut aller atteindre avant de se dire finalement comment on va se mettre en ordre de bataille finalement et se mettre dans le delivery pour aller tester des choses, dérisquer, etc. Le pilotage par impact, il a deux avantages. Un, on pilote évidemment sa progression vers un objectif, on apprend. Il y a la culture de l'échec, elle est hyper importante là-dedans parce qu'on va itérer vite, on va apprendre vite et donc on va se tromper vite. Et on va pouvoir rectifier le tir aussi beaucoup plus vite. Et effectivement, on va relier finalement, en avoir un fil rouge qui est assez fort entre la stratégie, les opérations, et donc avoir un ensemble d'organisations qui va être aligné. On a bien ce schéma. C'est un schéma sur lequel on a passé beaucoup de temps avec Nicolas, qui est assez parlant. En gros, une organisation produit sur du pilotage par impact, ça se travaille à tous les niveaux. Vous voyez, il y a des flèches de haut en bas, de bas en haut, etc. On part d'une vision produit. Moi, quand j'interviens dans les équipes, c'est un peu une histoire de poupée russe. Donc, on regarde déjà une BU, quelle est sa vision, équipe par équipe, quelle est la vision, on va la retravailler. C'est des choses qui sont importantes. Parce que c'est le point de départ. Et ensuite, on va pouvoir se rattacher à une stratégie. On a des ambitions stratégiques. Si on est dans un grand groupe, on va avoir des grandes ambitions, on va pouvoir les décliner, etc. Ça, c'est l'affaire un peu des discussions entre la direction et le middle management. C'est une représentation un peu, simplifiée évidemment, parce qu'il y a de la complexité, mais vous voyez l'idée. Et à partir de là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on part de la strat, on passe pas les étapes de tactique et de discovery, et on va tout de suite en delivery. Donc là, on revient dans le piège de la feature factory. On prend pas ce temps-là, finalement, qui est entre le business case, finalement, la roadmap, la priorisation des actions que les équipes vont mettre en œuvre. Il se passe rien. C'est une espèce de ventre mou au milieu où la tactique n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la tactique qui va vous permettre de piloter, de mieux se piloter, de donner des clés aussi aux équipes dans leur apprentissage, leur cadencement aussi, puisque finalement, elles vont itérer rapidement et voir des résultats aussi rapidement. Donc, vous l'avez compris, le pilotage par l'impact ou les OKR, ça en fait partie bien évidemment, même si les OKR sont un outil. Moi, je suis coach OKR, mais c'est un outil, c'est un framework. La philosophie, elle est là, c'est de base. C'est un changement de paradigme qui est très fort. Donc, ça fait un peu écho avec ce que Nicolas a expliqué sur l'évolution aussi des équipes. Il faut détecter ce petit point de départ qui va permettre qu'on va aller plus loin et plus fort en fait en termes de délivrabilité et d'impact produit. Donc, en résumé, on change de culture. C'est pas simple. Il faut 3 ans pour piloter par l'impact correctement, grosso modo. Quand on a déjà l'étincelle et que ça marche au niveau direction, middle management, qu'on s'aligne, etc. Ça nécessite un cadre sur mesure. On va vous en parler juste après, parce que je vous parle de cadencement depuis tout à l'heure, mais ça c'est pareil, c'est pas inné, ça s'organise. Et évidemment, la mesure est centrale, c'est-à-dire que si vous faites, on arrive à se projeter en disant, bah tiens, au quarter, on veut avoir, comme je disais tout à l'heure, plus X points de rétention client, mais qu'on regarde pas la mesure pendant tout le quarter, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc le cadencement est clé. Il me fait une bonne transition, repasser la main Nicolas sur la conduite de changement. Alors, la conduite de changement, évidemment, on fera un Big Bang de base, parce que ça fait partie des grands principes de l'agilité. Et donc non, Marion en a parlé, on fait une transformation organisationnelle plutôt sur mesure, et l'idée, c'est déjà d'identifier des opportunités. Donc on en a parlé, des équipes autonomes, c'est-à-dire dans leur capacité à produire des incréments de valeur qui ont du sens pour des utilisateurs et d'être capable de maîtriser la fabrication et la levée d'hypothèses. Dans ce cadre-là, des équipes qui commencent aussi à maîtriser le product discovery, c'est-à-dire qui sont les utilisateurs, quelles sont les opportunités, leurs besoins, commencer à produire des solutions qui sont en rapport et, comme je disais, la manière de valider ces propositions. Évidemment, une direction qui souhaite faire évoluer son modèle, c'est important. Il doit y avoir 10 minutes. Très bien. Très bien. Voilà, une direction qui se dit globalement,
voilà, qui se pose la question de est-ce que ce qu'on fait fondamentalement ça fonctionne, est-ce que ça produit de la valeur, est-ce que ça marche. Et c'est à ce moment-là où on sait qu'on est dans le bon registre, dans le bon domaine et qu'on va pas infliger de l'aide, qui est un peu le défaut des transformations en Big Bang. Et donc pour aller à l'opposé de cette transformation en Big Bang, on aime bien c'est un peu cette métaphore, c'est de dire que dans des environnements complexes, la gestion de produits c'est ce qui est le plus performant. Je pense qu'on l'a tous vu et démontré. Et donc l'idée c'est que votre produit c'est votre organisation et ça se manage comme tel. Et quand je dis ça, ça veut dire évidemment ce que j'ai dit. C'est une démarche et avant tout pas un Big Bang. Mon organisation est un produit et c'est dans une culture apprenante pour monter des démarches. Pardon. Et donc pour initialiser votre démarche sur mesure, il faut créer un collectif de sachants, des gens comme vous par exemple. Non mais voilà, des personnes qui ont l'habitude d'accompagner et de faire ce type de transformation, mais toujours dans ce collectif de leaders, on doit avoir des parties prenantes fortes qui peuvent être la direction ou leur relais, le middle management, parce que c'est ces leaders qui sont clés dans l'organisation, et des parties prenantes fortes dans les équipes. Donc on a besoin d'eux pour commencer à répondre à un certain nombre de questions. La première étant une vision désirable. Une vision désirable, pareil, ça peut paraître abscon, mais en fait une vision, ça peut se décrire avec un canevas, on le fait collectivement, on s'aligne, ça peut être c'est quoi les ambitions, de quoi on sera fier quand la première version de cette organisation sera fonctionnelle, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, etc. Les principes clés, est-ce qu'on veut un modèle itératif? Dans tout ce qu'on vient de décrire, ça paraît évident. Il faut s'assurer que tout le monde est d'accord. Il faut aussi s'assurer que dans les principes clés, voilà, il y a un certain nombre de choses à reprendre. Qu'est-ce que l'impact? Quels sont les outcomes? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on veut véritablement piloter? Parce que l'intention, c'est bien, mais être capable de l'incarner, c'est fondamental. Et enfin, on commence à co-designer une première version de ce que pourrait être cette organisation avec ses événements, ses artefacts, comment on l'anime, les rôles et les responsabilités. Évidemment, faites rapidement des démos. Quand on dit une démonstration, c'est-à-dire on le partage, on prend les premiers feedbacks, on se fait un peu secouer dans tous les sens, particulièrement et légitimement par les opérationnels. Pourquoi on passe à ça? À quoi ça va nous servir? Qu'est-ce que ça change? C'est important d'en discuter. C'est important de prendre ces retours et d'itérer et d'adapter un certain nombre de choses. Et évidemment, d'accompagner les équipes, surtout quand on commence à faire bouger l'organisation. Et pour conclure, évidemment, le pilotage et l'adaptation, c'est ça qui est fondamental parce qu'il faut être à l'aise de se dire que quand on est en train de designer sa première version de l'organisation, qui en général contient quelques moves qui sont importants, l'idée c'est quand même de se dire qu'on est travaillé sur quelque chose de théorique et c'est par la pratique, l'empirisme, qu'on va véritablement la rendre fonctionnelle et sur mesure. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est bien sûr de l'adapter et cette adaptation, cette amélioration continue, elle doit être incarnée. Et moi, je conseille vivement de le mettre dans les rôles et responsabilités que vous décrivez dans votre framework, puisque c'est un élément, un artefact important. C'est de décrire le fonctionnement par le biais d'un framework. Il y a des rôles et des responsabilités. Et dedans, il y a forcément des personnes qui incarnent cette évolution de l'organisation pour qu'on soit toujours dans cette logique un peu de recherche d'excellence et d'amélioration. Et donc, j'ai parlé d'artefacts. Il n'y a plus que 5 minutes. Je vais vous parler d'artefacts, de pilotage par l'impact. Alors évidemment, on passe rapidement parce qu'on a que 30 minutes, mais tout ça découle, tout ce dont je vais vous parler, découle évidemment d'un changement organisationnel, d'un changement de mindset, comme vous disiez, d'un changement de paradigme. D'ailleurs, quand tu parlais de conduite de changement, quand on pilote par impact, souvent on va aller potentiellement implémenter un framework OKR. Petite parenthèse, le framework OKR peut prendre différentes formes. Il faut l'adapter à une organisation. Je vous en parlais juste après, c'est pour ça que je dis ça. Il n'y a pas une recette magique qui marche pour toutes les orgas. Bah non, c'est hyper complexe les OKR. On n'est pas obligé de faire avec. Mais il y a besoin de s'aligner et c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que sinon on se plante. On prend un truc, on l'empile et puis après on voit ce que ça donne. Ben non, ça marche pas. Donc faut savoir progresser pas à pas et se situer. Donc je vous ai fait une représentation assez basique, mais qui est plutôt parlante. Avant de parler d'OKR et de pilotage par l'impact, il y a 4 niveaux. Le premier, c'est quand on se pilote par les features. Donc là, il y a quand même un petit peu, il y a du chemin. Hein, on en a parlé déjà depuis le début de cette conf. Le niveau 2, on va commencer à se piloter avec des ordres de projet, de date. On va essayer de borner un peu plus. Bon, c'est encore un peu compliqué de se dire, on va se focaliser sur le résultat à atteindre plutôt que sur les choses à faire. Le niveau 3, c'est finalement ce début de pilotage par l'impact dont on vous parle au début et qui va se refléter dans les roadmaps.
C'est là où la notion d'OKR peut apparaître. Moi, je déconseille de mettre des OKR si vous êtes au niveau 1 et 2. Hein. Ça marchera pas. Il faut se muscler un peu plus avant sur certaines pratiques. Et le quatrième stade, évidemment, c'est le pilotage stratégique par les OKR. Alors là, c'est le Graal, c'est toute l'organisation qui est alignée de haut en bas, de bas en haut. Ça fonctionne, ça tourne. En général, c'est un peu les leaders du marché. Donc pour moi, le trio gagnant, quand on commence à initier finalement toute cette démarche-là avec les équipes dans une organisation, c'est OKR ou pilotage par impact, Outcome Based Roadmap et Solution Opportunity Tree. C'est des artefacts qui sont très puissants et qui donnent beaucoup de sens aux équipes. Pourquoi? Parce que si on prend les OKR, par exemple, tout de suite on a le pourquoi. On sait ce vers quoi on tend. On sait comment on va se mesurer. L'Outcome Based Roadmap, finalement, va venir gommer la roadmap de features dont on parlait au tout début. Et ça va être un document concret, vivant, sur lequel on va faire apparaître finalement tout le lien, toute l'histoire. Moi, je dis souvent aux équipes, vous devez avoir un storytelling qui est fort dans les équipes produits. C'est-à-dire, pourquoi vous allez livrer ça? Ça répond à quelle tactique, à quelle ambition stratégique, à quel besoin métier, à quel besoin utilisateur. Donc, en projetant tout ça vous verrez sur Internet, il y a quand même pas mal de formats. L'idée, c'est aussi de se l'approprier, évidemment, en fonction de la granularité des équipes, etc. Mais ça donne en tout cas un récit qui est complet, c'est-à-dire que je prends n'importe qui, par exemple, je suis l'équipe A et dans une grande organisation, je vais présenter mon Outcome Based Roadmap à une autre équipe. Normalement, on est censé comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que tous les points sont reliés les uns aux autres. Donc, vous l'aurez compris, l'Outcome Based Roadmap, moi j'adore. J'adore transmettre ça aux équipes produits. Ça donne une vision claire et évolutive des priorités. En général, on la projette sur 3 horizons de temps. Alors souvent, les comités de direction n'aiment pas trop. Mais ça aussi, c'est un changement de paradigme. Parce qu'on est sur du now, next, later. Donc le now, c'est par exemple le quarter sur lequel on est en train de travailler. Donc on va avoir une granularité qui est plus fine. On va dire, OK, on a des ambitions stratégiques. Notre tactique, donc les résultats qu'on va atteindre sont tels et tels. Et en face, on va y accoler des initiatives qui vont être des opportunités, qui vont être des gros cailloux. Et c'est tout. Et on va positionner dans le temps d'autres choses qu'on va découvrir, d'autres choses qui vont potentiellement être mandatory, etc. Évidemment, on ne gomme pas tout, mais ça permet en tout cas d'avoir une visualisation simple qui crée un alignement, qui crée un suivi aussi, qui s'ajuste beaucoup plus facilement que finalement aligner des tas de features les unes à côté des autres et les équipes après qui disent oh, j'en peux plus de mettre à jour ces trucs ou c'était triste de la feature quoi. Et évidemment une communication renforcée parce que ça reste un document tactique sur lesquels on va pouvoir s'appuyer aussi pour prendre des décisions, pour argumenter, pour parfois faire des choix, des compromis avec le métier, etc. C'est quelque chose qui permet d'avancer et surtout c'est représentatif d'une certaine frugalité. Quand on fait du produit, en général, on veut trop en faire et quand on en fait trop, on fait pas grand-chose en fait. Dernier point, j'aime beaucoup le Solution Opportunity Tree, c'est une autre façon pour les équipes de se projeter, c'est un autre artefact. Donc vous revoyez finalement les éléments dont on a déjà parlé. Tout en haut, il y a la vision produit. On va avoir nos ambitions. Vous voyez là, on est dans le domaine de la stratégie, de la tactique, avec nos impacts. Et ensuite, je reviens sur mon ventre mou de tout à l'heure, qui en général n'est pas adressé, puisqu'on passe généralement de l'ambition à la solution. Il y a tout ce travail-là qui est fait par les équipes produits. C'est-à-dire, on va identifier les opportunités clés. Donc ça va être des irritants, ça va être des problèmes utilisateurs, ça va être des problématiques qu'on veut transformer en quelque chose de positif. Pour autant, une opportunité va générer des idées, mais toutes les idées sont pas bonnes. Donc ça va permettre aux équipes aussi, on détend un petit peu l'accordéon, de prendre le temps de se dire j'ai une opportunité, c'est ce qu'on va mettre dans son Outcome Based Roadmap, que je vais aller casser en plus petits cailloux, qui sont des idées que je vais aller dérisquer, donc en discovery, en recherche, etc., avant de se dire, ça c'est une bonne idée sur laquelle on va parier, et donc on passe à la feature, et après le reste je vous l'explique pas, parce que vous le savez, on passe dans une épique, et tout ce qui est épique management, découpage, story, livraison, mesure de feedback, etc. Parfait. Voilà, on voulait juste faire une petite conclusion en quelques mots. Je pense que le message qui est un peu important qu'on voulait faire passer aux organisations produits et tech évidemment, quand la roadmap commence à se faire challenger par les équipes, c'est un enabler, c'est une opportunité. Les équipes sont matures, elles sont prêtes à faire différemment,
elles font du discovery, et donc c'est peut-être l'occasion de leur laisser un peu plus la main pour proposer des bonnes solutions au regard de pourquoi, de ce qu'on veut atteindre, des critères de succès. Et ça changera énormément la manière dont on accueille le business, les résultats, le sens, et c'est ce qui fait que votre organisation sera plus performante en termes de delivery, puisque c'est souvent ce qu'on regarde, mais surtout dans sa manière de faire du business et d'avoir des initiatives qui ont de l'impact pour l'entreprise et d'avancer vers la vision. Merci beaucoup. On vous laisse scanner. C'est un petit cadeau qu'on vous fait, enfin un cadeau entre guillemets. C'est sur notre site. C'est notre guide des organisations Product and Tech. C'est un ensemble d'articles. On itère dessus. Globalement, ça permet de mesurer son niveau en fonction d'un certain nombre d'aspects. Il y a des anti-patterns, il y a des bonnes pratiques. N'hésitez pas à nous faire aussi des feedbacks dessus et on prend toutes vos questions.